Amis rôlistes, bonjour. Oui, c'est bien ma tête que vous voyez. Pourquoi, me direz-vous, alors que j'ai toujours posté des vidéos dans lesquelles on ne me voyait pas? Eh bien, un ami à moi me disait un jour, « Fred, tu devrais te montrer sur tes vidéos. Les gens sur YouTube préfèrent voir la personne qui leur parle. » Mais ma pudeur naturelle m'en empêchait. Je lui ai répondu, « Non, mais moi, tout ce qui m'intéresse, c'est le contenu. Je préfère me concentrer sur les infos et qu'on ne me voit pas. » T'es sûr qu'il me répond? Et là, je réponds, « Oui, en fait, tu sais quoi? On peut dire que je montrerai ma tête le jour où la chaîne aura 1000 abonnés. » Bienvenue dans la vidéo JDR Pratique. Merci à vous tous. La chaîne JDR Pratique a dépassé les 1000 abonnés. Alors, évidemment, je vais quand même mettre du contenu dans cette vidéo. Et j'ai longuement réfléchi à ce que je pourrais faire d'intéressant. Et j'ai trouvé un super sujet, ambitieux et intéressant. Tellement qu'il me faudra encore trop de temps pour boucler sa réalisation. Alors je me suis dit qu'il fallait que je me rabatte sur autre chose. Et pourquoi pas, puisque je vous montre ma tête, vous parler de moi. Non, mais vous en avez rien à faire de ma vie, je sais. Et c'est normal, vous n'êtes pas là pour ça. Mais la première fois que j'ai fait une vidéo comme ça, c'était pour fêter les 100 abonnés. Oui, la chaîne a avancé depuis. Et cette vidéo donnait la recette du popcorn. Vidéo très différente des autres, mais qu'on peut quand même rattacher à la pratique du jeu de rôle. Eh bien, je vais faire dans cette vidéo un aparté du même genre. Parler de mon autre grande passion et voir si on peut en tirer quelque chose pour le jeu de rôle. Vous allez voir que ça pourrait devenir surprenant. D'ailleurs, au bout d'un moment, la vidéo deviendra MJ Only, seulement pour les maîtres de jeu. Alors, allons-y. Le jeu de rôle me prend beaucoup de temps dans ma vie, mais j'ai une passion encore bien plus ancienne. Quand j'étais petit, je rêvais de devenir archéologue, et même plus précisément égyptologue. Passionné à tel point qu'à 12 ans, je savais déjà lire en hiéroglyphes les noms des pharaons, et je possède maintenant plusieurs grammaires qui m'ont donné des bases pour lire les textes en hiéroglyphes. Alors, pourquoi pas vous donner quelques rudiments sur l'écriture hiéroglyphique? Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça en a l'air. Et les plus perspicaces commencent peut-être déjà à se dire qu'on pourrait en tirer quelque chose pour le jeu de rôle. Genre des scénarios qui se dérouleraient en Égypte. Comme toute écriture, les hiéroglyphes égyptiens sont un moyen de communication et servent à retranscrire une langue, l'ancien égyptien, au moyen de signes graphiques. La particularité qui saute aux yeux, c'est que ces signes sont des dessins que l'on peut tout de suite reconnaître. Une chouette, un serpent, une jambe, un œil, etc. Si on pense qu'au début de leur création, ces signes ont servi d'idéogramme, c'est-à-dire que le signe de l'œil servait à désigner le mot « œil », très vite, ils ont servi de phonogramme, c'est-à-dire qu'ils ont servi à noter des sons sans nécessairement de lien avec le dessin. Ainsi, par exemple, l'hiéroglyphe représentant la chouette sert dans les textes à noter le son M. Et les hiéroglyphes vont reposer sur un concept de base que l'on retrouve de nos jours dans l'écriture de toutes les langues sémitiques. Ils ne notent pas les voyelles. Les hiéroglyphes ne servent donc qu'à écrire les consonnes et éventuellement ce qu'on appelle les semi-voyelles. Qu'est-ce qu'une semi-voyelle ou semi-consonne? Ça dépend du point de vue. Je vais prendre la plus évidente pour nous, francophones. Elle est représentée par le hiéroglyphe du roseau. On le transcrit souvent par la lettre I, mais en fait, il s'agit du son Y que l'on pourrait transcrire aussi par la lettre Y ou par la lettre J en allemand. Autre exemple, le signe du poussin de caille qui est transcrit en français soit par la lettre OU, soit par la lettre W et qui représentait sûrement le son W. À partir de là, les égyptologues parlent souvent de l'alphabet égyptien, les hiéroglyphes qui transcrivent les sons de base de l'ancien égyptien.
Voilà cet alphabet. Quelques remarques. D'abord, l'Égyptien possède des sons communs avec le français, comme le R, le B, le T, etc. Mais l'Égyptien possède aussi des sons qui n'existent pas en français, comme le H de Mohamed, et que je ne me risque pas trop à essayer de prononcer correctement, car je ne parle pas l'arabe. Et vous pouvez encore remarquer que certains sons du français n'existent pas en égyptien, comme le son « je » ou le son de la lettre « L ». Pour l'instant, ce n'est pas très compliqué, je pense. Nous avons vu toutes les consonnes qui existent en égyptien et les hiéroglyphes qui servent à les écrire. Mais si vous avez déjà vu des hiéroglyphes, vous vous êtes sûrement rendu compte qu'il existe beaucoup plus de signes que ce que nous venons de voir. Les signes que nous venons de voir sont ce qu'on appelle des unilitaires, c'est-à-dire des signes qui servent à noter une seule lettre, en l'occurrence une seule consonne. Mais la majorité des hiéroglyphes sont ce que l'on appelle des bilitaires, des signes qui servent à noter deux consonnes. Et il existe même des trilitaires qui servent à noter trois consonnes. Voyons des exemples de chaque. Ce signe représente une jambe humaine. C'est un des unilitaires de l'alphabet que nous avons vu tout à l'heure. Il représente la consonne B. Ce signe-là représente trois peaux de renard liées et séchant au soleil. C'est un bilitaire qui note dans l'ordre les consonnes M et S. Ce troisième signe représente un cœur et l'aorte qui en sort. C'est un trilitaire qui note dans l'ordre les consonnes N, F et R. Alors oui, les Égyptiens utilisaient des centaines de hiéroglyphes, mais certains étaient beaucoup plus fréquents que les autres et on finit par en connaître un certain nombre. Néanmoins, il y a quand même une petite complication. En effet, certains signes pouvaient parfois représenter des consonnes différentes. Ce signe, par exemple, pouvait soit représenter la consonne M, soit les deux consonnes MS. Or, une écriture doit permettre de noter la langue avec un minimum d'ambiguïté. Pour être sûr des consonnes que représente un signe bilitaire ou trilitaire, les Égyptiens ont donc pris l'habitude de préciser certaines des lettres au moyen de un ou plusieurs unilitaires. Reprenons l'exemple du trilitaire Néfer. Pour être sûr de sa prononciation, les Égyptiens pouvaient le faire suivre du signe représentant la bouche, qui est l'unilitaire pour la lettre R, voire même également du signe représentant une vipère à cornes, qui est l'unilitaire pour la lettre F. Ce groupe de trois hiéroglyphes ne se lit donc pas Néferfer, mais simplement Néfer. Les signes F et R, la vipère et la bouche, étant uniquement là pour être bien sûr que le premier signe est le trilitaire Néfer. Voilà la convention qu'utilisaient les Égyptiens. Pour un bilitaire, si on précise la première consonne, alors le signe pour préciser est placé avant le bilitaire. Si on précise la deuxième consonne, alors le signe pour préciser est placé après le bilitaire. Et de même, pour un trilitaire, si on précise la première consonne, alors le signe pour préciser est placé avant le trilitaire. Mais si on précise la deuxième ou la troisième consonne, alors le ou les signes pour préciser sont placés dans leur ordre respectif après le trilitaire. Eh bien, nous en savons assez maintenant pour lire des noms propres égyptiens. Voyons d'abord les noms des dieux égyptiens. On peut les écrire tout simplement en représentant le dieu lui-même. Le soleil, ou le dieu faucon surmonté du disque solaire, représente le dieu Ra. La déesse de la justice, représentée sous forme d'une déesse surmontée d'une plume, est la déesse Maat. L'ibis est l'animal sacré du dieu de l'écriture, le dieu Thoth. Et évidemment, le faucon est l'animal sacré du dieu de la royauté, le dieu Horus, en ancien égyptien Hor. Mais le nom d'autres dieux peut être écrit de manière phonétique et non plus idéographique. Voici le nom d'un des dieux les plus importants du panthéon égyptien, le dieu Amon. Il est écrit d'abord avec le roseau représentant la lettre Yod, qui signale ici que le mot commence par une voyelle. Puis le signe représentant le jeu de Sénet, le jeu le plus populaire en ancienne Égypte,
qui est un bilitaire qui sert à noter les consonnes M et N. Et enfin, le signe représentant l'O, qui est l'unilitaire qui note la consonne N et qui n'est là que pour préciser la deuxième consonne du signe précédent, comme nous l'avons vu juste avant. Un mot pour préciser le sens de lecture des hiéroglyphes. D'abord, quand ils sont représentés les uns au-dessus des autres, ils se lisent toujours de haut en bas, jamais de bas en haut. Par contre, ils peuvent se lire de gauche à droite ou de droite à gauche. Mais dans ce cas, il y a un truc pour savoir par où commencer. Les personnages regardent toujours vers le début du texte. Même pour un signe comme le roseau, il sera écrit inversé. Voici le nom du dieu Amon si on lit de gauche à droite, et le voici écrit de droite à gauche. Eh bien, nous pouvons maintenant appliquer tout cela à la lecture des noms des pharaons, les rois de l'Égypte ancienne. Si vous ne le savez pas, pour les mettre en valeur, les Égyptiens écrivaient les noms de leurs rois dans un hiéroglyphe spécial qui entourait le nom. Hiéroglyphe que l'on appelle un cartouche. Voici un facile. Le signe du soleil, on l'a vu tout à l'heure, c'est le dieu Ra. Puis, le premier bilitaire que j'ai cité en exemple pour M et S, et le signe pour S, il s'agit du nom Ramsès, porté par 11 pharaons, mais dont le deuxième est le plus célèbre. Voici l'autre pharaon le plus célèbre qui va nous permettre de voir un phénomène d'écriture un peu particulier. Vous reconnaissez tout d'abord le nom du dieu Amon, tout en haut. Puis, on trouve 3 signes qui sont des unilitaires. Un pain, la lettre T, puis le poussin de caille, la lettre W, et à nouveau un pain, T. Ceci suivi de la croix égyptienne qui note un trilitère composé de la semi-consonne Aïn, du N et du son R, en français, Ankh. Tout, Ankh, Amon. Pourquoi le nom du dieu Amon n'est pas à la place à laquelle il se prononce ? Eh bien parce que les Égyptiens le plaçaient en tête du nom, en haut du nom, par respect pour le dieu. On parle d'antéposition honorifique. Troisième exemple, le nom du grand-père de Toutankhamon, le pharaon Aménophis III. On retrouve bien le nom du dieu Amon en haut. Puis, un signe représentant un autel qui note le trilitère HTP, suivi de 2 unilitaires pour préciser le pain, T, et le siège, P. Là, j'imagine que vous ne comprenez pas la lecture. Mais en fait, le nom Aménophis est la transcription en grec du nom que l'on prononce en français Amenhotep, nom porté par 4 pharaons d'Égypte et qui signifie Amon est satisfait ou Amon est en paix. Ça y est, la plupart des MJ ont vu où je voulais en venir depuis le début. Je vais donc proposer à ceux qui ne maîtrisent pas de nous retrouver plus loin dans la vidéo, car je pourrais bien maintenant donner des idées pour du jeu de rôle. C'est bon? Il ne reste que les MJ? Alors vous avez sûrement compris que tout cela visait à se demander comment nous pourrions écrire Nyarlathotep en hiéroglyphe pour les scénarios de l'appel de Cthulhu ou autres quand on adapte. Le nom sonne effectivement très égyptien et rappelle le nom du pharaon Amenhotep que nous venons de voir. Mais si vous m'avez écouté attentivement, vous avez peut-être déjà noté qu'il y aura une difficulté, une incohérence. Le son L n'existe pas en ancien égyptien. Nous pouvons donc découper le nom en 2 parties. La partie Hotep, qui est clairement de l'égyptien ancien et qui renvoie à l'idée de paix, de satisfaction. Et la partie Nyarlath, qui contient un son inconnu de l'ancien égyptien, le son L. Mais on devrait s'en sortir, car les Égyptiens ont parfois été amenés à noter des sons inconnus de leur langue pour noter des noms étrangers. Et on pense tout de suite à la célèbre reine Cléopâtre. Eh bien, pour noter la lettre L de son nom, les Égyptiens utilisaient un bilitaire assez rare notant les consonnes R et W, et qui représente un lion couché. Je vous propose donc de suivre la même convention pour noter la lettre L dans le nom Nyarlathotep. Et voici comment je vous propose d'écrire ce nom. Le premier signe, très courant en hiéroglyphe et que nous avons déjà rencontré, qui représente l'eau, c'est le N. Un deuxième signe qui représente 2 traits obliques pour le son Y. Je vous rappelle que les Égyptiens ne notaient pas les voyelles. Donc, théoriquement,
les A de Nyarlathotep n'ont pas de raison d'être notés. Mais souvent, ce son est représenté par le vautour, alors pourquoi pas le noter comme cela? La consonne R est notée maintenant par le signe d'une bouche vue de face. Et voici notre lion couché pour la lettre L, puis à nouveau le vautour pour le A. Le signe du pain pour la lettre T, et nous pouvons le faire suivre du groupe que nous avons vu dans le nom Amenhotep pour le son Hotep avec le trilitère HTP, précisé par les unilitaires T et P. Et le tout entouré par un cartouche, symbole des pharaons. Mais si vous voulez que les Égyptiens qui écrivaient ce nom le considèrent non comme un roi, mais comme un dieu, alors il ne faut pas mettre ce nom dans un cartouche, mais le faire suivre de l'idéogramme représentant un dieu. Je vous laisse le choix. Mais maintenant, je vous propose de penser à la signification en égyptien du nom Nyarlathotep. Sa traduction en ancien égyptien serait « Nyarlath est satisfait » ou « Nyarlath est en paix ». Pour un égyptien, ce nom serait donc celui d'un humain, mais en l'honneur d'un dieu appelé Nyarlath, clairement étranger au panthéon égyptien pour deux raisons. D'abord, comme je l'ai dit, parce que ce nom contient au moins une consonne inhabituelle pour un habitant de l'Égypte ancienne, le L. Deuxièmement, parce que pour un ancien égyptien, un nom de divinité finissant par la lettre T serait normalement celui d'une déesse, puisque le T est, en ancien égyptien, la marque du féminin. Sauf que, comme en français, les adjectifs s'accordent en égyptien, en genre et en nombre. Et s'il s'agissait d'une déesse, alors le nom devrait être Nyarlathotepet. Donc, à moins que vous ne changiez le nom de Nyarlathotep en Nyarlathotepet, pour un Égyptien, cette divinité Nyarlath était donc ressentie comme une divinité masculine, mais très exotique, car se terminant par une consonne inhabituelle pour un nom masculin, et contenant, en plus, le son L, normalement inexistant en ancien égyptien. Je n'ai plus qu'à laisser maintenant votre imagination trouver tout ce que vous pourrez faire avec toutes ces informations, et notamment vous demander qui est ce fameux Nyarlath. Dernier point, quand même, c'est bien beau de vous avoir expliqué comment lire, voir, écrire les hiéroglyphes. Encore faut-il le faire proprement quand on n'est pas habitué. Eh bien, il existe un merveilleux programme utilisé par les égyptologues eux-mêmes pour noter les hiéroglyphes dans les traitements de texte, programme qui, bonus, est gratuit. Il s'appelle JSèche et c'est lui qui m'a servi à écrire tous les exemples de cette vidéo. Le site pour le télécharger se trouve en lien dans la description de la vidéo. Je ne pourrai pas, dans le cadre de cette vidéo, faire une longue description de son fonctionnement, mais je vais quand même vous montrer les bases. Notez qu'il s'agit d'un logiciel et pas d'une police. Le texte devra donc être tapé dans le logiciel avant d'être copié et collé dans un traitement de texte, comme Word par exemple. Une fois que vous avez installé JSèche, comme n'importe quel programme, vous pouvez l'ouvrir. Les hiéroglyphes sont tapés au clavier, mais souvenez-vous que chaque signe peut être un unilitaire, un bilitaire ou un trilitaire. Vous passerez d'un signe à l'autre en tapant sur la barre d'espace. L'interface de JSèche comprend deux zones particulières. Un grand cadre pour afficher le texte que vous avez tapé, un tout petit cadre en bas à droite montrant les lettres que vous êtes en train de taper. Commençons par voir les unilitaires. Nous allons tester, en minuscules, les différentes lettres du clavier AZERTY en séparant chacune par un espace. A, Z, E, R, T, Y, U, I, O, P, Q, S, D, F, G, H, J, K, L, M, W, X, C, V, B, N. Vous voyez que certaines lettres ne donnent rien. C'est normal puisqu'elles correspondent à des sons qui n'existent pas en égyptien. Par contre, d'autres lettres correspondant à des sons n'existant pas donnent quand même un résultat. Il s'agit généralement de sons n'existant pas en français. X, par exemple, correspond au son R allemand, rendu en général en français en écrivant KH, comme dans Khufu, le nom égyptien du pharaon Khéops.
le bâtisseur de la Grande Pyramide. Autre particularité, vous avez peut-être remarqué que dans l'alphabet égyptien, il existe plusieurs types de H. Eh bien, certains signes hiéroglyphiques ne sont accessibles qu'en les tapant en majuscules. Ainsi, le A minuscule donne le hiéroglyphe du bras qui représente la lettre Aïn. Mais le A majuscule donne le vautour qui représente la lettre Aleph. Le H minuscule donne le signe d'un bâtiment, le H aspiré normal. Mais le H majuscule donne le signe de la corde tressée, le H emphatique de Mohammed. N'oubliez pas que pour écrire chaque signe, vous devez toujours appuyer sur la barre d'espace. En effet, si l'on veut maintenant écrire un bilitaire, comme le signe MN de Amon, eh bien on tape M, N, puis espace. Et de même pour le trilitaire NFR, Néfer, N, F, R et espace. Particularité, pour le Hotep de Amenhotep, le H est le H emphatique. Il faut donc taper H majuscule, puis T, puis P, et enfin espace pour l'obtenir. Voyons donc comment nous allons taper le nom du pharaon Amenhotep III. Amon, nous l'avons vu, commence par la semi-consonne Yod, que l'on tape grâce à la lettre I minuscule. Puis le bilitaire MN, suivi de la précision de la deuxième lettre avec l'unilitaire N. Voilà Amon. Puis le trilitaire Hotep. Attention, H majuscule, puis T, puis P, puis espace. Et on précise les deux dernières consonnes avec des unilitaires T, espace, P, espace. Allons plus loin. Si vous regardez la manière d'écrire des Égyptiens, souvent les signes peuvent être les uns au-dessus des autres ou groupés côte à côte. Voici comment JSèche gère cela. Quand vous tapez sur la barre d'espace, vous écrivez le signe suivant à côté. Mais si, au lieu de taper sur la barre d'espace, vous tapez sur 2 points, alors vous écrivez le signe suivant en dessous. Reprenons le nom Amenhotep. I, espace, MN, mais au lieu d'appuyer sur espace, j'appuie sur 2 points. Puis N et espace. Voilà, vous voyez que le N, au lieu d'avoir été mis à côté, a été mis en dessous du signe précédent. Continuons, grand H, T, P et 2 points. Puis T, et maintenant, au lieu de taper espace, je tape astérisque. Cela signifie que la lettre suivante doit être à la suite de la précédente, mais dans le même groupe, donc toujours en dessous de Hotep. P, puis espace. Voilà, le T et le P sont tous les deux en dessous du trilitaire Hotep. Il ne reste plus qu'à mettre tout cela dans un cartouche. On sélectionne le groupe de hiéroglyphes, puis dans le menu manipulation de groupe, cartouche, et on choisit le cartouche que l'on désire, normalement le premier en haut à gauche. Je vous laisse vous amuser avec cela maintenant. Vous pouvez notamment copier les hiéroglyphes réalisés et les coller dans un logiciel de texte comme Word ou un logiciel de dessin comme GIMP. Voilà pour cette vidéo hors des sentiers habituels de la chaîne. En vous montrant mon autre grande passion, l'égyptologie, j'espère vous avoir présenté un outil qui pourra vous servir dans l'élaboration de scénarios d'investigation en Égypte. J'espère vous avoir intéressé et je vous remercie encore d'être si nombreux à vous être abonnés. Par contre, si vous n'êtes pas encore abonné et que le contenu vous a plu, n'hésitez pas à visionner les autres vidéos, à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être tenu au courant des prochaines publications. Pensez également à liker, à commenter, c'est toujours encourageant pour moi. Et en attendant d'autres vidéos plus directement reliées au jeu de rôle, portez-vous bien, jouez bien et à bientôt pour de nouvelles vidéos JDR pratiques. Vous êtes encore là? Allez, un petit bonus pour vous remercier d'être vraiment resté jusqu'au bout. La phrase en hiéroglyphe sur la vignette de la vidéo. Voici ce qu'elle signifie. Le fils des dieux, l'aimé de Seth, Nyarlathotep, doué de vie comme Ra, pour l'éternité. À bientôt.